à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous à la Cantorade Science. À la Cantorade Science qui reprend maintenant l'antenne puisque il y a eu les vacances et maintenant c'est la rentrée. Et c'est la rentrée et normalement on fait toujours nos interviews avec Mario Guillemin. Mais Mario Guillemin n'est pas en forme actuellement et c'est le directeur de publication de Sciences Ouest et directeur de l'Espace des Sciences, Michel Cabaret, qui va officier avec moi. Enfin, autant faire se peut en tout cas. Bonjour Michel. Bonjour Bernard. Vous allez bien? Oui. Très bien, ravi de vous revoir et belle saison à venir à la Cantorade pour cette nouvelle année culturelle qui démarre. On espère, et puis aussi l'Espace des Sciences sûrement également, l'Espace des Sciences Rennes et l'Espace des Sciences Morlaix maintenant aussi. Oui, c'est ça. À Rennes, on a une belle exposition qui démarre la semaine prochaine sur le thème de la tectonique des plaques, c'est-à-dire des tremblements de terre, des formations de montagnes. La Terre est en mouvement depuis que l'on sait, grâce à la théorie de Wenger des années 1910, que toutes ces plaques se déplacent, s'éloignent et se rencontrent. Quelquefois, elles frottent et c'est là que se produisent les tremblements de terre, les formations de montagnes, c'est les séismes, bien évidemment, et c'est un beau sujet de rentrée. D'ailleurs, il y a un article qui est consacré dans Sciences Ouest du mois de septembre avec quelqu'un qui est poète aussi et qui est spécialiste et qui a organisé cette exposition, je crois. C'est ça, tout à fait. On aime bien à l'Espace des Sciences relier aussi les sciences avec les arts, avec la littérature, la poésie. C'est vrai que le fait d'être dans les champs libres, on a amené la science à être au contact d'autres activités culturelles et je pense que tout ça l'enrichit d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'est un poète qui a toujours son carnet avec lui pour pouvoir, au gré des circonstances, quand il est en voyage, pour étudier des failles diverses, eh bien là aussi, il peut écrire des poèmes. C'est ça. Et donc, on va peut-être commencer, Michel, si vous le permettez, par le dossier. On commence toujours par le dossier avec Marion, par le dossier de ce numéro de septembre 2025. Le dossier, c'est sur les super pouvoirs de l'odorat, avec le rôle fondamental des interactions sociales, de la sécurité et de la santé, dans le cadre des odeurs. Et les odeurs sont partout, Michel. Peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer. Vous avez sûrement bien participé et suivi ce numéro, et donc avec le schéma permettant d'expliquer la traduction puis la transduction des molécules. C'est ça. C'est vrai qu'on vit dans dans nos environnements avec beaucoup d'odeurs. D'ailleurs, c'est une chance de pouvoir les sentir, parce que ceux qui n'ont pas ce sens sont plus fragiles, peuvent être vulnérables par rapport à certaines maladies, à certains, comment dirais-je, à certains dangers que présente, par exemple, le fait de manger une alimentation qui serait malsaine, par exemple. Et puis l'odorat, en fait, il est aussi, comme vous le disiez, une source de plaisir aussi, de relations sociales. Lorsque le matin on se lève, pour nous, en tout cas, il est agréable de sentir le café se faire, par exemple. Plus tard dans la journée ou à l'occasion d'événements, parce qu'on va pas faire Radio Laser la promotion de l'alcool, mais boire un verre de vin peut être agréable, et donc ou une flûte de champagne à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que le fait de ressentir ces odeurs aussi, on peut les partager, on peut les apprécier. Il faut savoir qu'on a chacun une odeur, qu'il y a sûrement une odeur spécifique à Radio Laser, une pour Sciences Ouest, une pour l'Espace des Sciences, la vôtre aussi,
Bernard, la mienne. Donc les odeurs finalement elles sont partout. Puis on s'en rappelle bien aussi. Elles restent dans notre mémoire. On peut parler de la Madeleine de Proust, de la vanille qu'on a appréciée lorsqu'on était enfant. On peut se remémorer aussi beaucoup de choses. Et ces odeurs-là nous reviennent et sont stockées finalement dans notre cerveau. Donc c'est un monde assez merveilleux qui est encore méconnu. Et nous sommes allés à la rencontre de chercheurs, notamment Irak Gurden, qui est un professeur à Paris Cité, à l'université, et donc qui est un spécialiste du sujet. Donc il nous a expliqué un petit peu tout cela, que finalement on a un puzzle d'odeurs. Lorsqu'on sent la banane, c'est pas une odeur spécifique que elle-même. Lorsqu'on sent la banane, par exemple, ça peut être quelques milliers même de molécules olfactives, par exemple. Il y a quelque chose que j'avais relevé aussi, c'est que dans un premier temps, et je crois que vous l'aviez dit, Michel, eh bien, au niveau de l'odorat, on va détecter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais peut être dangereux, à savoir des aliments avariés ou des choses comme ça. Et donc, ça va être sans identifier ce que c'est, détecter si c'est bon ou si c'est mauvais, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est un apprentissage que l'on fait lorsque l'on est tout petit, en fait. Rapidement, une fois à la naissance, le bébé, finalement, il reconnaît des premières odeurs en tétant le sein de sa maman. Mais après, avec la prise de nourriture, d'abord liquide, puis solide, il apprend assez vite à reconnaître, disons, les odeurs, justement, qui, comme vous le disiez, là, par rapport à l'alimentation, peuvent être dangereuses et des odeurs qui signifient qu'un aliment est malsain, est toxique, est périmé. Et ça, c'est une qualité que l'on apprend, bien évidemment, et dont on parle dans ce numéro de Science Ouest. Et je pense que là, la science est intéressante, parce qu'on voit que finalement, elle nous permet de comprendre ce sens que nous avons tous en nous et qui nous est bien utile. Oui. D'autre part, on parle aussi, effectivement, vous avez parlé du jeune bébé, mais il arrive malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'anosmie, des cas où un bébé va naître avec une incapacité à détecter les odeurs. Parfois, c'est à l'état adulte aussi, dans le cadre de la Covid-19, il y avait des perturbations de l'odorat chez certains patients qui le retrouvaient au bout d'un certain temps seulement, et pas toujours, je crois. Oui, pas toujours. Effectivement, on a encore, heureusement, très peu, mais on a malheureusement encore quelques personnes qui souffrent d'anosmie, la perte de l'odorat pour le grand public. Et donc, c'est quelque chose, lorsqu'on a connu son odorat et qu'on le perd, c'est quelque chose qui est difficile pour les personnes qui malheureusement ont eu un Covid long ou ont perdu cet odorat, ils n'ont pas retrouvé. Ils le vivent difficilement, péniblement, parce qu'en fait, on en a besoin finalement. On en a besoin pour vivre ensemble, mais on en a besoin aussi pour nos plaisirs, pour, comme on le disait, nous protéger. Et donc, c'est un sens, encore une fois, qui est un petit peu méconnu, parce que c'est vrai, lorsqu'on parle des 5 sens, on parle souvent d'abord de la vision, du toucher. Et puis l'odorat, il est là, on s'en préoccupe pas beaucoup. Et je pense que pour cette rentrée, il était intéressant d'en parler dans Science Ouest. C'est un facteur parfois de dépression d'ailleurs, le fait de ne pas pouvoir détecter les odeurs. Inducteur éventuellement. Oui, c'est ça quoi. Et l'odorat, il doit être valorisé aussi, il est dans notre vie quotidienne. Et effectivement, au niveau de notre santé mentale, on a besoin finalement d'avoir nos 5 sens. Sans odorat, on perd sûrement un petit peu de relations sociales. On perd l'appréciation donc de ce que sont les choses, de ce qu'elles produisent comme des molécules odorantes olfactives que l'on ne ressent plus. Effectivement, donc ça se traduit par une perte de santé mentale. Encore une fois, perdre l'odorat entraîne beaucoup de conséquences. Alors on a abordé un petit peu tout cela dans le Science Ouest aussi en allant à la rencontre un petit peu de manière, comme on le fait toujours, un petit peu pluridisciplinaire, sur les historiens et l'odorat d'autrefois, d'où vient l'odeur de la sueur. On découvre par exemple que finalement
Pourquoi on dit que quelquefois nos pieds sentent fort? C'est parce que on abrite des bactéries qui nous sont bien utiles par ailleurs, mais que ces bactéries elles dégradent quelquefois des sucres, des protéines et autres, et que d'ailleurs on trouve ces mêmes composés par exemple dans le fromage. Donc on découvre pas mal de choses. Alors même si c'est désagréable, c'est intéressant de les comprendre, de les apprendre, et puis aussi on a des phéromones qui sont de réels signaux chimiques. On peut parler de ça pour les plantes, on peut parler de ça pour les animaux, par exemple. On a des orchidées qui reproduisent la forme des insectes, mais on a aussi des plantes qui produisent des odeurs pour attirer les insectes, pour être fécondés, par exemple. Donc l'odorat, il est partout. Alors le meilleur odorat, Bernard, qui existe, c'est l'odorat du chien, parce que lui, il a du flair, comme on dit. Oui, il détecte beaucoup plus fort que nous. D'ailleurs, on s'en sert dans les aéroports pour chercher, par exemple, on détecte le cancer maintenant aussi. Oui, tout à fait. Des maladies comme le cancer, pour par exemple trouver des drogues cachées dans des valises. C'est vrai que plutôt que de passer tout au rayon X, on ne voit pas forcément ces substances. Le chien, lui, il a un odorat extrêmement développé. Comme vous le disiez, Bernard aussi, effectivement, les chiens peuvent, même en l'apprenant, découvrir certains cancers. Bon, pas tous, parce que ça serait peut-être un peu trop facile aussi. Il y a encore beaucoup de problèmes qui se posent malheureusement sur cette maladie-là. Elle touche quand même trop de familles. Le diabète aussi, je crois. Ben oui, et le diabète, effectivement, vous avez raison. Et donc, c'est un sujet qui est assez intéressant finalement. Et puis, on a tous notre propre empreinte olfactive, quoi. Chaque personne, chaque être humain, ça nous signe finalement. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui nous signe, qui compose notre propre entité. Nous sommes ce que nous sommes aussi par notre propre odeur. Et donc, au niveau philosophique, ça a un certain sens aussi tout cela, parce que ça nous aide à nous caractériser pour être ce que nous sommes finalement. Et après, au contact des autres, pour partager des choses, apprécier des choses, moins, apprécier moins, finalement. Puis on le disait tout à l'heure, les odeurs, c'est aussi le siège on se souvient de nos odeurs lorsqu'on était enfant. C'est le souvenir aussi de beaucoup d'émotions finalement. Les foins, lorsque la saison, la belle saison revient, l'automne avec les champignons qui ont des odeurs. Si, je sais pas, en se promenant en forêt, on peut sentir les champignons. Certains ont des odeurs agréables, d'autres beaucoup moins bonnes. Donc c'est un très bon dossier. Donc on a l'habitude effectivement avec Marion de balayer effectivement ce temps-là à peu près le dossier, et puis de citer un ou deux articles qui sont présents. Moi j'avais noté que racontent les cahiers de doléances, par exemple. C'est à la première page d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Lors de la crise des Gilets jaunes, voilà, il y a des manuscrits qui ont été écrits par des citoyens. C'est comment dirais-je, c'est intéressant de faire des retours finalement sur. C'est une sorte de comment dirais-je, de production récente, mais l'histoire nous permet toujours de faire un retour, de nous positionner. Pour regarder le futur, finalement, il faut toujours aussi analyser le passé, quoi. Le passé récent, le passé plus ancien. Et là, on a des traces. C'est vrai que l'histoire, lorsqu'elle est très très ancienne, quelquefois on la refait l'histoire, je pense. Mais là, elle est récente et on a des traces écrites. Donc, on a des photos où on parlait d'inéligibilité à vie, des propositions, des gilets jaunes, de ci, de ça. Finalement, on retrouve, en lisant tout cela, les questions que la société se pose à une certaine époque, le mal-être ressenti, les difficultés sociales, économiques, familiales. Donc, c'est un côté plus la science humaine et sociale, mais je pense que toutes les sciences finalement concourent à comprendre le monde. Les sciences expérimentales, elles ont leur méthode, bien sûr, avec la démarche scientifique. Dans les sciences humaines et sociales, c'est un petit peu différent. Mais là, les manuscrits sont la base finalement, représentent la source un petit peu pour les chercheurs, pour être analysés. Et donc, on peut voir qu'il y a des revendications, certaines qui ont été complètement ignorées. Il y a des doléances diverses.
qui ont été formulées. C'est intéressant de revenir finalement sur tout cela. Donc, Ça devrait éclairer nos élus. Les résultats n'ont pas encore été totalement dépouillés, je crois. Hein, d'ailleurs, non, c'est ça. C'est cela. Ouais, parce qu'il y a eu une production assez dense, en fait. On s'en rend pas toujours compte de tout ce qui se passe. On a le souvenir peut-être que des choses, comme toujours, suivant de quel bord on est, plus agréable, plus désagréable. Ceux qui étaient opposés au mouvement des Gilets jaunes, pour eux, les Gilets jaunes, c'était les barrages. Et puis, pour ceux qui vivaient dedans, c'était sûrement un formidable, comment dirais-je, réseau relationnel. Au moins, on donnait la parole à ceux qui ne l'avaient jamais, quoi. Et moi, je ne préjuge rien sur tout cela. Je ne suis pas là pour avoir des avis sur quoi que ce soit, mais en tant qu'observateur attentif, les sciences nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, allez voir cet article aussi. On a signalé tout à l'heure l'article pour Thomas Ferrand entre séisme et poésie. On en a parlé pour l'exposition à l'Espace des Sciences. Il y a un article intéressant aussi, c'est du plastique dans les plantes. Oui. Eh bien, c'est le projet Nanophyte où l'on essaye de détecter des nanoparticules dans les plantes et ensuite ces plantes, bien, on les mange. C'est ça. C'est vrai que les nanoplastiques sont partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour essayer de réduire la production et la consommation de plastique. Il y a même un continent en mer qui est composé presque que de plastique et de déchets parce qu'il se dégrade très très lentement. Et finalement, lorsqu'ils se dégradent, ils produisent des toutes petites particules qu'on appelle nano parce qu'elles sont très petites. Et donc, on les retrouve au pôle, on les retrouve même dans l'atmosphère, on les retrouve donc aussi dans les plantes. Et les chercheurs en ont retrouvé effectivement, comme vous le dites, dans les plantes vertes que nous-mêmes après, peut-être pas on peut les consommer, les salades, mais quelquefois les herbivores les consomment et puis après ça s'accumule et nous on consomme du lait ou de la viande et finalement ces nanoplastiques ils sont partout quoi, ces nanoparticules et alors certains ne sont pas toxiques mais on connaît pas tout encore. Certains sont toxiques et donc il faut des études disant que l'on trouvait à peu près 0,05 grammes dans le cerveau humain, un cerveau humain qui pèse à peu près 1500 grammes. On en trouve aussi au niveau du foie, chez l'humain. C'est ça. Maintenant, alors il y a aussi un autre petit article, moi j'ai noté ça comme ça, et si vous en avez d'autres à citer, Michel, bien sûr, sur la caractérisation de l'antibiorésistance, où on essaye d'identifier plus tard les gènes à l'origine de cette résistance aux antibiotiques. Oui, tout à fait. Intéressant. C'est tout à fait d'actualité, les antibiotiques, il faut pas en abuser, il faut prendre juste quand on en a besoin, parce qu'effectivement, il y a de la résistance et ça pose un réel problème. Et donc le sujet de recherche est vraiment très important et pour notre santé quoi. Elles nous ont beaucoup aidés, c'est sûr que les antibiotiques, les Américains qui ont apporté ça lors de la Seconde Guerre mondiale, on sauvait beaucoup de vies. Nous-mêmes, on savait pas. En Europe, on connaissait pas cela. Et donc aujourd'hui, par contre, trop d'antibiotiques, on voit bien que on essaye aussi les médecins d'en prescrire le moins possible. Et donc c'est intéressant de regarder ça au niveau génétique, moléculaire, comme vous le dites, quoi. On a aussi un bel article, Bernard, en Bretagne, puisqu'on aime bien notre région. Nous sommes tous attachés à cette forte identité culturelle que nous avons la chance d'avoir en Bretagne. C'est sur les mystères enfouis de Carnac. Alors on n'annonce rien parce que... Un bel article aussi. Voilà, les alignements de Carnac qui ont été classés récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois, durant l'été 2025, là, qui nous précède de quelques mois. Ces alignements de Carnac, en fait, on ne sait pas ce qu'ils signifient. Faut être, c'est au néolithique que ces pierres ont été posées par l'homme. Alors, est-ce qu'elles sont alignées par rapport aux astres? Quelle est leur signification? Elles s'orientent vers la mer? Bon, les scientifiques, Yves Coppens nous avait parlé de ça à l'époque. Ils savaient, on ne sait pas. On a des suppositions. Alors justement, il
il y a une méthode là qui consisterait à cartographier le sous-sol et à étudier le magnétisme. Alors on n'a pas les résultats, mais c'est ce que nous permet finalement la science, c'est de, grâce à différentes méthodes d'observation, d'explorer des secteurs encore inconnus pour nous aider à faire reculer justement l'ignorance. Et je trouve que c'est assez intéressant, quoi. Puisqu'on a beaucoup parlé de Karnak, les scientifiques finalement se préoccupent de ça, quoi. On a aussi la santé des femmes qui était trop longtemps délaissée. C'est vrai que c'est un sujet avec Pierre Janin qui est très intéressant, quoi, hein. Il y a encore de grandes inégalités de genre, hein, dans ce qu'on appelle les sciences cliniques et tous les traitements. Les femmes, malheureusement, ne sont pas encore aussi bien traitées qu'elles devraient l'être. Donc c'est un sujet assez intéressant qui est présenté dans le Science Ouest de ce mois-ci, quoi. Oui. Alors, j'ai bien aimé aussi la carte blanche, Oui, pédaler et mieux s'approprier la ville, en prenant l'exemple de Bogota, donc en Colombie oui, aussi, cette carte blanche. ouais. C'est toujours bien d'aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs Oui, parce que bon, à Rennes, la pratique du vélo progresse et c'est tant mieux, hein, tant mieux pour la santé, tant mieux pour l'air qu'on respire, tant mieux pour la réduction des gaz à effet de serre. Ça présente plein d'avantages pour tous. Bon, par contre, certains râlent un peu parce que certains vélos, enfin des personnes ne respectent pas le code de la route. Il y a une confrontation avec les voitures qui est quand même toujours un peu à l'avantage des voitures. Donc, il faut trouver des solutions pour que chacun circule. Et alors, le fait de regarder ailleurs, ça nous permet, moi, je pense toujours de prendre du recul. C'est intéressant de regarder ce qui se fait. Donc là, c'est à Bogota, hein, en Amérique latine, une chercheuse, Maëlle Lucas, de l'université de Rennes 2, qui observe ça. Et donc, elle a fait sa carte blanche là-dessus, de penser la ville avec les habitants, en regardant ce qui se fait ailleurs, avec des pratiques collectives, d'ailleurs, là, qui sont militantes. Parce que faire du vélo, enfin moi j'avoue que j'aime bien faire du vélo, hein. C'est pour tout ce qui est bon pour notre santé finalement est à promouvoir, hein. C'est vrai qu'on était arrivé au bout d'un cycle avec la voiture, hein. La voiture asphyxiait la ville et finalement asphyxiait la vie dans la ville, asphyxiait les piétons, enfin et donc il y a de bonnes raisons d'espérer, ou on nous dit aujourd'hui que tout va mal, mais non, il y a des choses qui vont bien. On fait de plus en plus de vélo et de sport. En tous les cas, espérons aussi que les grandes villes vont penser à ces collectifs citoyens qui se développent à Bogota et qui pourraient se développer aussi à Rennes ou ailleurs, hein. Oui, en Bretagne ou en France, hein, effectivement. C'est vrai que les collectifs, ça permet toujours de regrouper, comment dirais-je, autour quelquefois d'un même point de vue, mais des regards un petit peu croisés. Chacun a sa vision un peu des choses finalement, et on s'enrichit toujours au contact des autres. Et le fait de former un collectif, ça permet aussi à nos élus, aux représentants intermédiaires, hein, aux associations, aux groupes, finalement, d'avancer avec une parole qui est collective. Et donc, c'est toujours mieux parce que je pense que sinon on voit l'émergence de la violence qui peut poindre lorsque on écoute qu'une personne et pas l'autre. C'est compliqué de travailler en équipe, par exemple, mais c'est quand même ce qui est le plus profitable. On le voit bien, hein, d'ailleurs, au football, c'est avant tout une équipe qui gagne, hein. On peut mettre les meilleurs joueurs individuels ensemble, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, ça marche pas. C'est pareil dans une entreprise, dans un laboratoire de recherche. Michel, à l'espace des sciences aussi, vous avez l'esprit d'équipe, c'est important. Oui, voilà, je remplace Marion aujourd'hui. Oui, Et c'est important d'avoir cet esprit d'équipe parce que ensemble, on fait toujours de plus belles choses que tout seul. Alors j'ai noté aussi euh, la question de science, rédigée par un certain Michel Cabaret, n'est-ce pas, qui nous conseille de ne pas charger nos batteries de téléphone portable au-delà de 80%, Michel, hein. Oui, ouais, il faut s'y tenir, hein, parce qu'en fait, effectivement, les gens pensent qu'en chargeant toute la nuit son téléphone, ça va être mieux le lendemain qu'avec une recharge à 100%, on va tenir plus longtemps. Le problème, c'est qu'on abîme très vite sa batterie, quoi.
En fait, une batterie, en fait, c'est de la chimie. C'est-à-dire que il y a des réactions chimiques qui se produisent. Alors c'est pour ça que la batterie fonctionne moins bien lorsqu'il fait très chaud ou très froid, et que elle a tendance, la batterie, à s'échauffer lorsque vous utilisez votre téléphone. En fait, c'est de l'énergie qui se propage, et il y a une transformation chimique au sein de la batterie qui fait qu'on produit de l'électricité. Et une fois qu'on a compris ça, bon, il y a différents types de batteries. Je suis pas rentré dans le détail, les lithiums, les nickels, etc., etc. Mais on a des batteries quand même assez performantes qui nous permettent de tenir une bonne journée avec une batterie normalement chargée. Donc, alors, c'est sûr que si on est au téléphone toute la journée, qu'on regarde des vidéos, qu'on fait, je sais pas, plein de jeux et tout, on épuise assez vite sa batterie. Mais normalement, une personne qui a un usage normal de son téléphone peut largement tenir une journée avec sa batterie, je pense. Donc le charger à 80%, c'est suffisant pour augmenter la durée de vie de la batterie de moitié au moins. Donc un téléphone comme ça peut durer plusieurs années. Euh, il y a une certaine obsolescence aussi avec le logiciel, avec l'électronique et tout ça. Mais disons que ne rechargez pas trop votre batterie, et puis aussi ne la déchargez pas trop. Et donc, et puis si vous voulez en savoir plus, intéressez-vous à comment dirais-je, à ce qu'est une batterie, quoi. Une batterie de voiture. Mais maintenant, il y en a beaucoup de batteries, elles sont partout. Il n'y a pas que dans les téléphones, il y a sur les vélos électriques, il y a dans les voitures électriques, on a des batteries aussi. Et c'est un secteur scientifique très intéressant à comprendre aussi, le monde des batteries, quoi. Alors Michel, on finit en général nos chroniques en conseillant un livre, et moi j'ai noté La pollution plastique par Olivier Cousin et collaborateurs chez l'éditeur Quae en 2025. Oui. La pollution plastique, elle est partout, y compris dans les tuyaux qui amènent l'eau avec des polyvinyles monomères dont on parle, les PEM dont on parle beaucoup. On en parle avec les bouteilles d'eau, enfin bon. Oui, les perturbateurs endocriniens. Oui, il y a beaucoup de choses. Effectivement, le plastique, c'était aussi encore un des progrès, ça, de la chimie moderne. Bon, il nous a permis quand même aussi pas mal de choses, le plastique. Mais c'est vrai que il faut vraiment limiter sa consommation. Ça rejoint d'ailleurs des problèmes d'ordre plus écologique, d'utiliser aujourd'hui, de recycler le verre, utiliser des bouteilles en verre, éviter les plastiques. Donc c'est un sujet là qui est vraiment dans notre société, avec une meilleure compréhension scientifique des choses. On voit bien qu'il faut éviter de consommer des plastiques, tous les sacs jetables, tout ce qui est en plastique. Essayer de limiter vraiment la consommation de plastique. Et le livre, La pollution plastique tombe à point. Alors ça, c'est une série qui nous est proposée, Bernard, par la bibliothèque des Champs Libres. Voilà. Et donc, elle vous transmet ces livres-là, des possibilités de livres, c'est ça? C'est ça, des livres scientifiques qui sont à lire et qui sont présentés aux Champs Libres. Alors, on a aussi des livres en lien avec les conférences que l'on organise. D'ailleurs, pour terminer, on peut le dire, Irak Gurden était venu faire un beau mardi d'espace des sciences sur le thème de l'odorat, de l'olfaction. Il nous avait fait vraiment une super conférence qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube Espace des Sciences, elle est très riche. Espace des Sciences, Michel, oui, c'est ça? Oui, ouais. C'est une très belle chaîne. On a 230 000 abonnés. Et donc, on peut retrouver ces conférences scientifiques. Vous pouvez tous vous y abonner. Radio Laser, je pense que ce n'est pas faire de la publicité, mais c'est faire de l'information que de dire que cette chaîne existe, qu'elle est proche de nous, et que donc sur YouTube, en tapant Espace des Sciences, en s'abonnant, vous aurez accès à toute une série d'informations. Vous pourrez même suivre les conférences en direct le mardi. Si vous pouvez pas vous déplacer à Rennes et que c'est compliqué pour vous certains soirs d'hiver, de mauvais temps ou autres, vous pouvez les écouter en direct, poser même vos questions en direct. Et on a démarré d'ailleurs cette semaine, mardi dernier, là, sur l'intelligence artificielle. On avait une salle comble de 500 personnes et on avait 200 personnes aussi qui écoutaient en direct la conférence et qui posaient des questions. Donc ça fait quand même comment dirais-je,
700 personnes en tout en direct qui suivent nos conférences. C'est pas mal. Donc, c'est un beau succès. Et cette chaîne YouTube, c'est important C'est à 20h30 les conférences, Michel. C'est à 20h30, chaque mardi à 20h30. Et on reçoit les grands scientifiques français sur différents thèmes, en lien aussi avec nos expositions, en lien avec l'actualité scientifique, la publication de livres, les prix Nobel. On a reçu aussi Alain Spé. Enfin, on a vraiment une belle programmation réalisée par Maëlle Chantrel. Écoutez, quand je vais avoir le temps, je serai content de revenir vous voir. Ah mais oui. Un de ces mardis, peut-être interviewer aussi un des conférenciers. On en faisait il y a quelques temps. J'avais été très pris ces derniers temps. Je suis désolé. Je comprends. Mais vous serez accueillis avec plaisir. Comme toutes les personnes que nous sommes très heureux de voir et de revoir. On a un public fidèle, hein, mais on a aussi beaucoup d'étudiants, de jeunes, d'enseignants, de retraités, finalement, à l'espace des sciences, on reste jeune. Ce qui compte, c'est être jeune d'esprit, d'être curieux. Être scientifique. Et c'est ça le moteur de l'existence. C'est la curiosité. Être scientifique, c'est quelque part un peu aussi rester jeune aussi, hein, Michel? Tout à fait. Ça nous entretient bien. La science nous aide aussi. On conseille aussi, bien sûr, vous pouvez vous abonner à Science Ouest simplement en allant sur le site, hein, Michel. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous pouvez vous abonner en allant sur notre site, acheter même l'exemplaire au numéro. Le numéro est vendu 3 €. L'abonnement est une petite vingtaine d'euros, donc c'est pas non plus très très cher. On peut l'acheter aussi à l'Espace des Sciences, au laboratoire de Merlin, à Rennes, dans certaines librairies. Non, le mieux, c'est sur le site internet, l'abonnement, bien sûr. Comme ça, vous le recevez chaque mois chez vous. Et puis, si vous êtes à Rennes, vous pouvez venir l'acheter au laboratoire de Merlin, chez nous, au Champ Libre. Au Champ Libre, directement. C'est ça. Michel, on a fait un super interview aujourd'hui, hein. On a fait une présentation de Sciences Po du mois de septembre 2025. Vive le savoir et vive la recherche aussi, quelque part. C'est ça. On salue donc toutes nos auditrices et tous nos auditeurs et on leur souhaite aussi de toujours rester curieux. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Restez curieux. C'est ça. Michel, merci. Merci Bernard.